Bonjour à tous, merci de nous accueillir aujourd'hui sur l'Actu FinTech, donc le média dédié à l'écosystème FinTech et blockchain. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux invités de marque. On a Jean-Michel Miss d'un côté, député de la Loire depuis 2017, qui est également aussi à l'origine de la Fédération française pour les professionnels de la blockchain. Et de l'autre côté, on a Rémi Oscan, donc fondateur du cabinet de conseil Crypto for All, donc cabinet totalement dédié à la blockchain et qui est également donc à l'origine de cette nouvelle fédération qui fait quand même pas mal parler en ce moment puisque c'est assez innovant et on attendait ça depuis un moment. Et donc, ils ont le plaisir aujourd'hui de partager leurs réflexions autour des enjeux et des perspectives de l'écosystème blockchain en France. Et on va leur poser quelques questions. Ils vont pouvoir fournir un peu leur point de vue sur cet écosystème français et ses perspectives. Donc, merci à vous d'être ici. Bonjour, merci beaucoup de vouloir nous recevoir et surtout de vous intéresser à l'usage de cette technologie qui va profondément transformer le paysage économique français dans les 10 prochaines années. Merci beaucoup, Dorian, de votre invitation. Merci. Je vous propose de commencer du coup cet échange avec peut-être une première question. Finalement, on entend beaucoup parler de la blockchain au même titre que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, et tout le monde s'accorde à dire que la blockchain est l'une des technologies émergentes les plus prometteuses pour l'avenir. Mais si vous deviez définir en quelques mots simplement ce qu'est la blockchain exactement, comment est-ce que vous le feriez? Alors, c'est un exercice qui est très intéressant parce qu'effectivement, il contribue énormément à la démocratisation de l'usage de cette technologie. On peut très simplement expliquer que la technologie blockchain est ce qu'on appelle l'Internet de la valeur. Ce qu'Internet a permis de faire avec les informations, c'est-à-dire de partager des fichiers numériques directement de personne à personne, eh bien, la blockchain permet de le faire avec de la valeur, c'est-à-dire échanger des actifs de pair à pair sans nécessité de passer par un intermédiaire de confiance. La première application historique de la technologie blockchain est le Bitcoin. Comme vous le savez, donc cette crypto-monnaie qui peut être échangée justement de pair à pair sans nécessité de passer par des intermédiaires qui vont venir garantir le bon déroulement et surtout le bon dénouement des opérations. Et ces technologies appliquées au domaine de la finance permettent par exemple de créer des actifs digitaux qui vont pouvoir être échangés en quasi-temps réel, à bas coût, de façon transparente et sécurisée. Où on peut tout simplement se poser la question de savoir est-ce que finalement on utilise Internet tous les jours, est-ce que fondamentalement on connaît exactement comment fonctionne Internet? Eh bien, à vrai dire, non, pas forcément, et on ne s'interroge pas véritablement sur le fonctionnement d'Internet, mais plutôt sur ce qu'apporte Internet et sur ce qu'apportent les nouvelles technologies de façon générale. Et ici, avec la technologie blockchain, elle apporte une façon de pouvoir effectivement échanger de la valeur, mais aussi de pouvoir certifier et garantir l'intégrité des données et des informations qui sont inscrites dans le registre de la blockchain. C'est en cela qu'elle constitue un outil très, très prisé par les grandes et petites entreprises, mais également par les États. D'accord, très bien. Merci Rémi pour cette explication plutôt pédagogique et plutôt claire. Aujourd'hui, finalement, si on devait faire un peu un état des lieux de l'écosystème blockchain en France, par exemple en termes d'acteurs, de secteurs d'activité couverts, même des montants d'investissement, est-ce qu'on a une idée de, je sais pas, des levées de fonds réalisées dans la blockchain aujourd'hui, en France, on se situe comment, notamment par rapport à nos voisins? Alors, je pense que c'est une question qui est vraiment très intéressante et à laquelle, effectivement, il faut pouvoir apporter des réponses extrêmement claires. Et c'est l'ambition qu'on porte à travers la Fédération française des professionnels de la blockchain, dont nous sommes les fondateurs avec le député Miss. Au-delà du caractère inédit de la création d'une fédération par un acteur privé d'une industrie avec un représentant politique, ce qu'on souhaitait faire, c'est vraiment pouvoir donner une autre mesure, un autre état de développement de cet écosystème en France. Et donc, l'objet de la fédération, c'est justement de pouvoir démontrer toute la réalité de cet écosystème. Et le meilleur moyen, effectivement, l'une des actions les plus concrètes qu'on a voulu réaliser dès le début au sein de la fédération, c'est de mener une enquête nationale qui visait justement à pouvoir
démontrer tout le dynamisme et la diversité de l'écosystème français. Donc, c'est pour ça qu'en réalisant cette enquête nationale inédite, appuyée notamment par la Direction générale des entreprises et également d'autres entités en France, elle s'est achevée en octobre 2020 et elle a permis finalement de dessiner le paysage de l'industrie tricolore dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire sa dimension technologique, financière, mais aussi économique. Et qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui au niveau de la réalité de ces écosystèmes? Eh bien que finalement cette enquête révèle qu'il y a une forte transition vers la blockchain pour les grands groupes et les PME. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'aujourd'hui, plus de 55% des sociétés du SBF 120, c'est-à-dire les 120 plus grandes entreprises cotées en bourse en France, mènent des projets blockchain en sachant qu'elles sont dans une phase qui ont dépassé la phase d'expérimentation et qui vont aboutir à des solutions commercialisables. Donc, on voit que 69% d'entre eux ont indiqué l'existence de produits et de services qui sont en voie de commercialisation et qu'on se situe sur des niveaux de financement qui sont aussi très importants. D'accord. Il faut dire quelque chose à ajouter, ouais. Oui, je voudrais juste dire en complément qu'au niveau européen, également, on peut noter qu'il existe de solides opportunités pour nos entreprises, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est de permettre à nos entrepreneurs de pouvoir se renforcer, notamment en Europe. Et effectivement, sur l'univers B2B, on a quand même une énorme expansion, que ce soit au niveau quantitatif, puisqu'on a en ordre de grandeur environ 500 nouvelles startups par an au niveau européen. Donc on voit un peu l'écosystème de la blockchain qui se développe depuis son point de Big Bang initial, je vais dire 2008 avec le Bitcoin. On a franchi vraiment maintenant une dimension vraiment industrielle et à une échelle qui est extrêmement importante. Et au niveau qualitatif également, avec une amélioration qui est de plus en plus croissante du nombre de professionnels, qui à la fois combine une expertise sectorielle et puis également une expérience entrepreneuriale sur une longue période. Donc on sort un peu de ce que je qualifiais lorsqu'on a fait le rapport avec Laure Laraudière il y a seulement 1 an et demi sur la blockchain de Far West. Là, on est plutôt à rapporteur, c'est ça, de la commission. On a vraiment une avancée de ce point de vue-là. D'accord. Oui, parce que vous étiez rapporteur de la commission, c'est ça, sur ce sujet, sur Alors, le blockchain? Oui, on avait fait une mission parlementaire avec Laure Laraudière sur effectivement les perspectives, sur la définition, essayer de donner une définition de ce qu'était aujourd'hui la blockchain et puis de voir quelles étaient les perspectives, les cas d'usage et puis les freins au développement de la blockchain il y a 2 ans. Et ça s'est traduit d'une certaine manière, nous ne sommes pas seuls, on n'a pas la prétention de le dire, mais on a quand même, à travers ce rapport et à travers celui de Pierre Persson sur les cryptoactifs, permis de faire avancer le sujet. Et donc, on a concrétisé une partie de la réponse, seulement une partie. Je ne prétends pas avoir réglé le problème, mais au moins de faire rentrer à l'Assemblée nationale le sujet de la blockchain, sortir un peu des labos et de la technique pour aussi en faire un sujet politique. Et donc, la loi PAC que portait Bruno Le Maire, de ce point de vue-là, était un des premiers cadres qu'on a pu mettre en place pour essayer de clarifier un peu le cadre juridique et permettre aux entrepreneurs de comprendre, de mieux utiliser la blockchain dans notre environnement national. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un chiffre concret de start-up dans l'écosystème blockchain en France? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a X start-up qui proposent une solution blockchain? Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que justement, on n'a pas que des startups. On a aujourd'hui, et c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est-à-dire sur le fait que les grandes entreprises se sont saisies pleinement de ces technologies et souhaitent l'embrasser pleinement. Aujourd'hui, au niveau du recensement, si effectivement on recoupe à la fois les données de la Direction générale des entreprises, l'enquête nationale qu'on a pu réaliser et les précédentes enquêtes qui ont pu être menées, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il existe aujourd'hui en France à peu près entre 3 000 et 10 000 entreprises qui s'intéressent au quotidien à cette technologie, soit qui sont dans une phase d'expérimentation, soit qui sont déjà dans une phase de commercialisation de produits ou de services. Et tout à l'heure, effectivement, vous parliez des montants. Est-ce qu'il y a une vraie attractivité auprès des investisseurs français et européens? Eh bien oui, on peut le dire, puisque entre 2017 et 2020, il y a plus de 53 millions d'euros qui ont été collectés pour financer des entreprises du secteur de la blockchain.
en sachant que il faut quand même pouvoir relativiser ce chiffre par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Entre 2017 justement et 2019, les investissements aux États-Unis sont passés de 850 millions de dollars à près de 4,5 milliards en 2019. Donc on voit que c'est une croissance spectaculaire aux États-Unis, qui est un pays qui est beaucoup plus grand, même en termes de population que la France. Donc il faut pouvoir aussi le comparer par rapport à la France, mais également à ce qui se fait à l'échelle de l'Union européenne. Et aujourd'hui, on voit que c'est clairement insuffisant au niveau des investissements qu'on reçoit dans ce domaine en Europe et qu'on doit finalement augmenter notre capacité d'investissement. D'accord, très bien, merci. Jean-Michel May, je vais rebondir sur l'un des éléments que vous avez évoqués qui était dans votre rapport. À un moment donné, vous avez parlé des freins, l'analyse des freins au développement de l'écosystème blockchain. Finalement, aujourd'hui, à ce jour, quels sont les freins, les points de tension, on va dire, pour que l'écosystème blockchain se développe? Je veux dire, en termes de recrutement, en termes de levée de fonds. Voilà, quels sont, quand on parle à une entreprise qui développe des projets blockchain, quel est le point de tension évoqué? Quels sont les freins? C'est vrai que vous avez évoqué la question de l'information. Pour poursuivre le déploiement de la blockchain, je pense qu'on a besoin encore de pouvoir avoir un passage à l'échelle. On a trouvé les solutions techniques qui permettent aujourd'hui de passer des expérimentations à une généralisation des applications qui sont basées sur la blockchain. Et on avait toujours un frein un peu historique qui fait partie des préjugés sur la blockchain, qui était notamment le coût environnemental d'une manière générale. Alors là où le président de la République parle d'un référendum effectivement sur l'environnement dans la Constitution, c'est clair que les premiers péchés originels, on va dire, de la première génération de blockchain, et notamment le caractère énergivore, était un frein de ce point de vue-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en cours de trouver son issue. Il faut quand même savoir que de ce point de vue-là, on a plus de 76% des startups qui prennent en compte les objectifs de développement durable tels qu'ils sont fixés par les Nations Unies. Et donc, ça veut dire que cette préoccupation sur les consommations d'énergie, sur le stockage notamment, sont aujourd'hui intégrées dans les préoccupations qui relèvent des green tech. Le frein que je vois principalement aujourd'hui, c'est effectivement l'appropriation par l'État ou par les services déconcentrés de l'État de la technologie blockchain pour montrer que justement, de ce point de vue-là, l'État investit sur cette technologie et la fait sienne. Je pense que c'est toujours bien que de ce point de vue-là, au-delà de favoriser un écosystème, d'essayer de lui apporter un cadre réglementaire pour fonctionner, l'effet aussi induit par la capacité de l'État lui-même à se saisir du dossier est important. Et on peut regarder, par exemple, dans ce qui a été fait l'année dernière, alors ce n'est pas directement l'État, mais quand on voit qu'aujourd'hui, une structure comme la SNCF, qui est quand même un très gros opérateur national et qui, de ce point de vue-là, adresse vraiment la population dans son entier, utilise la blockchain pour sécuriser, grâce aux propriétés de la blockchain dans le domaine de l'eurodatage et du traçage des transactions, va pouvoir sécuriser un certain nombre d'outils. Dans un premier temps en interne, et c'est là que l'État peut également le faire, c'est sécuriser les outils et les systèmes métiers pour s'assurer de la bonne gouvernance en interne des systèmes, et puis fournir des services, parce que je crois que ce qui manque aujourd'hui encore, ce sont des cas d'usage qui soient justement suffisamment passés à l'échelle pour pouvoir être, on va dire, popularisés au même titre que d'autres technologies. Mais on a eu finalement la même progression quand on est passé du net au web. Finalement, on a commencé à s'intéresser au réseau et au web lorsqu'on a eu des grands opérateurs qui sont venus amener des services. Et donc, si l'État ou les grands opérateurs qui dépendent de l'État commencent à travailler et à mettre en place ce type de technologie, les choses auront clairement progressé. Donc, je pense que ce qu'il faut faire maintenant, et nous avons des échanges aussi avec les différents ministères, Rémi pourra en parler, qui sont programmés pour le début d'année, pour rencontrer les acteurs qui sont décisionnaires dans ces sujets-là. Et effectivement, il faut qu'on puisse rencontrer notamment, je cite Amélie de Montchalin, puisqu'elle est en charge de la transformation numérique de l'État, donc ça fait partie des ministères qui, eux, ont un regard transversal et ont une capacité à piloter
ces évolutions technologiques de manière optimale et de la rendre interopérable aussi dans les différents ministères, ce qui est aussi une des facultés que permet la blockchain, au-delà d'un élément qui est aussi important, c'est l'obtention de gains de productivité, la capacité à organiser des échanges à travers des protocoles automatisés. Et je pense que c'est important quand on délivre des documents administratifs, par exemple, de pouvoir le faire. Ça se fait aujourd'hui avec la Poste. Donc la Poste le fait pour les greffes, par exemple, des tribunaux de commerce qui émettent chaque année plus de 2 millions d'actes qui sont gérés par blockchain. Je pense qu'on a peut-être besoin aussi de populariser ce type d'exemples qui sont déjà déployés et pour lesquels on les considère un peu comme des infras et pas forcément comme des cas d'usage ou comme des outils. Et peut-être y a-t-il là besoin aussi de mieux communiquer sur ce qui se fait aujourd'hui, sur les innovations dans le stockage des données que peut représenter des sociétés comme Exaion, qui est aussi une société filiale maintenant d'EDF, et que le fait que de très gros groupes et de très grands opérateurs puissent s'y intéresser est une très bonne chose. D'accord, merci. Rémi, vous voulez ajouter quelque chose ou... Oui, tout à fait. Je m'inscris totalement dans ce que vient de dire le député Miss, pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on a dépassé le stade de l'interrogation qui consiste à se dire est-ce que cette technologie est-elle pertinente ou pas pour mon activité? Aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Pour les grands groupes, c'est devenu une évidence pour les petites et moyennes entreprises, c'est devenu une évidence pour les États de se saisir pleinement de la révolution qui accompagne l'usage de cette technologie comme pouvant être soit un support de sécurisation pour la transfert d'actifs, un support de certification pour la traçabilité d'un certain nombre de produits qui peuvent être sensibles, à l'image des produits alimentaires ou des produits pharmaceutiques ou médicaux, mais aussi la capacité de pouvoir utiliser la blockchain, notamment en matière de sécurité aussi. On voit qu'aujourd'hui, en matière de cybersécurité, dans le cyberespace dans lequel nous évoluons, on a besoin plus que jamais de retrouver une certaine souveraineté, une certaine indépendance technologique, et la technologie blockchain constituera assurément l'un des piliers de cette souveraineté numérique. Donc, s'il y a une impérieuse nécessité pour le gouvernement de s'en saisir très rapidement dans la géopolitique, dans la stratégie géopolitique mondiale globale. On le voit qu'aujourd'hui, il y a des très grands pays qui ont déjà décidé de l'inclure dans la stratégie globale mondiale économique, à l'image de la Chine qui, aujourd'hui, voit un formidable levier pour ériger sa crypto-monnaie, donc le fameux crypto-yuan qui a été lancé par la POBC, qui est la banque centrale chinoise, comme étant un levier de négociation internationale qui réside dans le fait de dire si vous souhaitez emprunter la nouvelle route de la soie qui, je le rappelle, est maîtrisée par les Chinois et les Russes, eh bien vous devrez utiliser non pas le dollar, mais le yuan pour pouvoir utiliser les ports et cette route de la soie pour pouvoir gagner en effectivité économique. Donc là, on voit que la technologie elle dépasse simplement les enjeux purement économiques, mais on passe sur des enjeux qui sont géostratégiques mondiaux et que cette technologie est saisie à la fois par des grands pays à l'image de la Chine, de la Russie, des États-Unis ou même de Israël qui l'utilisent beaucoup en matière de cybersécurité. On voit qu'aujourd'hui, on se dirige vers aussi autre chose, notamment avec toutes les questions qui sont liées autour de la création d'un euro numérique. Qu'est-ce que va apporter l'euro numérique? En quoi la Banque centrale européenne peut disposer là d'une infrastructure qui utiliserait la technologie blockchain comme permettant d'améliorer l'efficience monétaire? Oui, effectivement, là-dessus, je pense que tout acteur aujourd'hui, que ce soit de la finance ou entreprise ou État, ont parfaitement compris l'utilité d'utiliser ces technologies blockchain dans des secteurs bien déterminés à des fins stratégiques, politiques, économiques ou financières. Donc, c'est inévitable aujourd'hui qu'on puisse se structurer, inévitable qu'on puisse être audible à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle supranationale pour créer des entreprises et des mastodontes de cette industrie qui pèsera d'ici quelques années. Et notamment en 2025, et c'est ça qui est intéressant à pouvoir le dire, c'est qu'effectivement en 2025, il y aura effectivement plus de 15% du PIB mondial qui en principe devrait passer par l'usage de ces technologies. Et c'est une étude qui était sortie avant même la survenance de la pandémie qui a été un catalyseur énorme vers la transition digitale de nombreux pays et d'entreprises. Donc il faut s'attendre à un chiffre bien plus élevé dans les prochaines années.
Et pourtant, ce qu'on constate, c'est qu'en France, l'un des secteurs les plus impliqués, on va dire, dans la transformation et l'utilisation de la blockchain, là, c'est les secteurs financiers, notamment les banques. Très peu l'industrie du luxe, alors qu'il y aurait un intérêt, notamment pour la traçabilité des produits. Je pense aussi à l'alimentaire. Comment expliquer le fait que finalement les services financiers se soient emparés très vite de cette technologie, en tout cas plus que d'autres secteurs? Tout d'abord, je pense qu'on peut l'expliquer par un attrait historique de la finance pour les nouvelles technologies. Ça a été le premier secteur à utiliser les microprocesseurs lorsqu'ils sont arrivés dans les années 60. Ça a été le premier secteur d'activité à utiliser Internet pour proposer des services financiers digitalisés, des formes de communication partagées entre les différents acteurs de la place. Et ça a également été le premier secteur d'activité à expérimenter l'usage de l'intelligence artificielle, mais aussi du fait de la puissance financière. C'est-à-dire que ce secteur d'activité a quand même une énorme puissance de feu qui permet de rapidement expérimenter et utiliser l'arrivée des nouvelles technologies pour améliorer l'efficience, on va dire, soit des marchés financiers d'un point de vue infrastructure, soit des services financiers qui en découlent. Donc là-dessus, pas de surprise. Mais maintenant, pourquoi est-ce que la technologie blockchain finalement constitue pour eux un formidable levier? Pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, dans le secteur financier, elle peut être utilisée à différents niveaux. Par exemple, pour les activités post-marché, c'est-à-dire le dénouement des transactions qui se réalisent sur les marchés réglementés, que ce soit notamment pour l'acquisition des titres financiers. On l'a vu, le SIX Digital Exchange, qui est l'équivalent de Euronext en Suisse, a décidé de passer l'intégralité de son infrastructure de marché à compter de 2021 sur une infrastructure de type blockchain. L'Australian Stock Exchange, qui depuis 2017 expérimente un basculement vers une infrastructure de marché blockchain, a indiqué qu'effectivement, ça représenterait à peu près 3,5 milliards d'économies et en bénéfice direct pour les acteurs d'une plage de marché. Donc, on voit que l'usage de ces technologies pour une infrastructure de marché devient un critère de compétitivité qui va être privilégié dans les prochaines années par l'ensemble des acteurs de la finance. Et c'est aujourd'hui qu'on doit construire ces infrastructures de marché. Et nous, on est ravis de voir qu'effectivement, il y a en tout cas un point de vue positif de la part des acteurs financiers traditionnels pour utiliser cette technologie, puisqu'elle permet de façon extrêmement concrète aujourd'hui, pour dénouer une transaction sur les marchés financiers, quand vous achetez ou vendez une action, ça vous prend donc 2 jours. Donc on est en J+2. Là, on pourrait passer sur J, voire même M, c'est-à-dire en termes de minutes, sur le dénouement et l'échange de titres financiers. Donc ça, le bénéfice, c'est vous réduisez le risque parce que vous réduisez le temps. De l'écoulement du temps naît le risque, donc risque opérationnel, mais également, vous n'avez pas besoin de donner ce qu'on appelle du collatéral ou des appels de marge, c'est-à-dire une partie du pourcentage qui est demandé dans le cadre d'une transaction. Si vous faites une transaction qui est à hauteur de 10 millions, vous devez transmettre entre 10 et 30% de garantie au cas où vous n'arriverez pas à livrer soit les titres, soit à payer le montant de la transaction. Donc là, on n'en aurait pas besoin parce que ce serait réalisé de façon instantanée et ça ne pourrait pas être réalisé si d'un côté, il n'y aurait pas la propriété des titres et de l'autre côté, les fonds disponibles. Donc là aussi, vous favorisez une meilleure circulation du capital et je pense qu'aujourd'hui, avec cette dépendance financière vis-à-vis des États, mais aussi des banques, les entreprises y trouvent un intérêt aussi direct en matière de financement pour favoriser une meilleure circulation du capital au sein de l'économie. Ok, c'est très clair, merci. Juste point de clarification, aujourd'hui, du coup, vous avez parlé de la frappe financière des groupes, des établissements financiers. Aujourd'hui, concrètement, un projet blockchain, enfin vous avez votre cabinet de conseil Crypto for All. Voilà, je suis une entreprise, je veux déployer un projet blockchain. Concrètement, financièrement, on l'estime à combien? Ça coûte combien? Alors c'est une question qui arrive extrêmement souvent. Nous, effectivement, depuis 2015, avec Crypto for All, on est une société d'ingénierie et de conseil. Ça signifie qu'on développe les produits et les services qui ont recours à la technologie blockchain, quels que soient les secteurs d'activité. Et naturellement, il faut se poser la question suivante, qui est de savoir en quoi cette technologie constitue un levier intéressant économiquement pour une entreprise, et si oui, comment est-ce qu'on peut arriver à matérialiser cette vision et à créer le produit et le service dont vous avez besoin. Et bien ça, le budget est extrêmement variable en fonction des contraintes et des ambitions de votre projet. On a des projets qui sont
de l'ordre de 100 000 euros, par exemple, pour créer effectivement une infrastructure qui vous permettrait de pouvoir échanger ou transférer des actifs digitalisés, dit autrement tokenisés, mais on serait sur des structures de plusieurs millions d'euros, comme par exemple la structure qu'on est en train de concevoir pour des banques commerciales qui se situent à Abu Dhabi, dans le cadre de l'émission de la CBDC émise par la Banque centrale des Émirats arabes unis. Donc c'est un ratio qui peut être x10, x100 en fonction des ambitions, du degré de déploiement, mais une certitude, c'est que vous ne pouvez aller dans cette direction que si vous avez parfaitement compris les leviers qui peuvent être actionnés en utilisant cette technologie. Et ensuite, on peut la matérialiser en la créant grâce à différents types d'expertise qui sont mobilisés autour d'un projet. Donc, c'est très, très variable. D'accord. Et du coup, on parlait rapidement un peu. Jean-Michel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, on a des projets de nature très différents, parce qu'au début de vos questions, vous disiez qu'effectivement, on était surtout dans des acteurs autour des fintech, de l'assurance, de la banque, qui avaient compris avant d'autres l'intérêt de la blockchain pour leurs propres usages de marché. Mais on voit aujourd'hui, dans des domaines différents, en utilisant d'autres applications de la blockchain, notamment effectivement ce que vous évoquiez sur la traçabilité, la contrefaçon. On a quand même un très bel exemple en France avec le lancement par LVMH justement de sa blockchain au niveau mondial, puisque c'est fait partie des groupes qui adressent effectivement le marché d'un point de vue global et mondialisé. Et le groupe LVMH a lancé le projet Aura il y a déjà un an, et ce projet a vocation précisément à lui apporter des éléments de traçabilité pour lutter contre la contrefaçon, pour s'assurer effectivement en temps réel, c'est ce que permet aussi la blockchain, de pouvoir vérifier que les produits qui pourraient être revendus sur un second marché sont bien des produits qui ont été acquis et revendus dans des conditions légales, et vérifier évidemment l'authenticité, la provenance de tous ces produits au niveau mondial. Et la manière dont le groupe LVMH a décidé de le faire, c'est grâce justement à l'utilisation de la blockchain. Donc on voit que des acteurs de premier plan aujourd'hui le font. Donc il se trouve que c'est avec Ethereum qu'ils le font, mais on voit bien qu'on arrive vraiment aujourd'hui à des cas d'usage qui sont des cas extrêmement importants et par des groupes qui sont de dimension mondiale. On le voit également dans la distribution avec Carrefour au Casino qui utilisent cette technologie pour utiliser les mécanismes de traçabilité et s'assurer de la qualité des produits, et puis que le consommateur, in fine, puisse, dans un souci de confiance et de transparence, je pense que c'est un peu les mots-clés derrière l'usage de la blockchain, c'est aussi ça, c'est de rendre à l'usager, qu'il soit client d'une banque, client d'une grande surface ou client d'un magasin de luxe, par exemple, la possibilité de retrouver de la confiance et de la transparence dans les échanges. Et je pense que c'est un des outils aujourd'hui que permet la blockchain dans les domaines de l'agriculture ou de la santé. Dans les moments qu'on vit, on voit bien la possibilité d'usages innovants dans la lutte contre la contrefaçon, notamment dans le domaine de la santé. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. Finalement, en fait, à vous écouter, on a l'impression que la blockchain, c'est une technologie disruptive. C'est-à-dire qu'elle va bouleverser l'économie, elle va bouleverser la manière dont les entreprises fonctionnent. Et finalement, bon gré, mal gré, il va falloir s'adapter et éventuellement utiliser la blockchain pour son organisation. Et LVMH se lance aujourd'hui avec la blockchain. Il faudra que les autres groupes de luxe fassent de même. Justement, parce que le VMH aura cet avantage compétitif de fournir de la confiance, de la transparence aux consommateurs. C'est un peu le propre, effectivement, d'une technologie qui soit réellement disruptive. Ce n'est pas une technologie qui accompagne une autre évolution. C'est qu'à un moment, il y a des sauts technologiques qu'il faut que dès lors que des acteurs majeurs de ces activités-là se lancent, effectivement, ça se traduit par une montée en puissance des autres. On l'a vu justement avec le web. Aujourd'hui, il est totalement inconcevable pour ce type de société de ne pas être présent sur le marché du numérique, sur le marché de la vente en ligne, d'avoir leur marketplace en propre
ou associés avec d'autres. Et je pense que c'est un peu la même chose que la blockchain. Les caractéristiques à la fois de sécurisation, le caractère décentralisé et puis la transparence, et puis enfin cette capacité effectivement à avoir des économies d'échelle avec le caractère désintermédié que permet la blockchain, apporte des éléments de réponse qui sont de nature disruptive. C'est réduire les marges d'erreur, c'est limiter les risques de fraude, c'est alléger un certain nombre de tâches d'enregistrement qui étaient fastidieux. C'est ce que recherchaient également les banques. Le projet Madré, effectivement, de la Banque de France, c'est pour les IBAN. Alors c'est vrai que c'est de l'interbancaire, mais ça permet quand même d'éviter énormément de process qui étaient souvent parfois empiriques, parfois extrêmement chronophages en termes de temps et de ressources. Et le fait de pouvoir dématérialiser, évidemment, mais surtout automatiser un certain nombre de tâches d'enregistrement permet effectivement d'apporter une réelle plus-value à cette technologie qui n'est pas simplement une manière de faire un peu mieux ce qu'on faisait avant, c'est une manière vraiment de faire différemment ce qu'on faisait avant et de faire des choses également qu'on ne pouvait pas faire, puisque l'intérêt de la blockchain associé à ces technologies dans ces secteurs d'activité, c'est le fait de pouvoir justement inscrire sur la blockchain. Aujourd'hui, on parle également de tokenisation d'économie, c'est la capacité de créer des produits dérivés, des produits associés, qui est la même confiance et la même traçabilité que les éléments d'information qui étaient diffusés évidemment avant de manière plus classique. Et je pense que l'identité digitale aussi qu'on peut associer au vote par token permet également de révolutionner de la manière dont on peut effectivement représenter la gouvernance des entreprises ou la gouvernance des États, puisqu'on y réfléchit également dans le domaine des votes en ligne, par exemple. Orange a travaillé là-dessus, d'autres ont travaillé là-dessus. Aujourd'hui, les cas ne sont pas encore totalement stabilisés, mais on voit bien que cette technologie peut permettre de répondre à un questionnement à la fois économique et également citoyen. Et ça, je pense que c'est l'une des forces de la technologie. D'accord. Et du coup, il faut que cette technologie soit néanmoins encadrée. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un cadre réglementaire, justement, pour qu'elle soit accompagnée le plus sainement possible et qu'elle se développe correctement. Et donc, est-ce que ce cadre réglementaire qui se met en place peu à peu, c'est dans ce cadre, enfin, c'est dans ce cadre-là que ça s'inscrit, la nouvelle ordonnance présentée la semaine dernière par Bruno Le Maire. Voilà, il y a une nouvelle ordonnance qui est sortie, qui renforce les obligations, notamment vis-à-vis de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, vis-à-vis des acteurs présents sur le marché des cryptoactifs. Donc voilà, quel est le rôle en fait de cette ordonnance? C'est apporter plus de cadres réglementaires ou parce qu'on a eu beaucoup de débats, on a entendu des dirigeants tout de suite s'offusquer en disant mais vous vous rendez compte, moi je vais pas pouvoir répondre et être aux obligations réglementaires, aux nouvelles obligations réglementaires de manière aussi efficiente qu'avant. Tous mes consommateurs vont partir chez des entreprises, auprès d'entreprises étrangères. Donc, finalement, c'est ça, l'idée, c'est de dire, OK, il faut éviter les risques, il faut un cadre réglementaire, mais de l'autre côté, il y a aussi la partie développement de la blockchain. Comment on concilie les deux? Comment on trouve un équilibre? C'est justement toute la difficulté d'arriver effectivement à faire émerger un cadre réglementaire qui trouve un équilibre entre le respect de l'innovation et l'incitation à l'innovation et la protection des utilisateurs, des investisseurs ou des clients, quelle que soit la façon dont on utilise la technologie blockchain. Et nous, ce qu'on peut regretter, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y avait eu une première strate réglementaire avec l'apparition du cadre qui a été posé par la loi Pacte, qui, lui, se voulait extrêmement ambitieux, innovant et propice au développement d'un certain nombre d'acteurs en France naturellement, qui a été associé également à un cadre fiscal qui a été adapté en conséquence avec une imposition à hauteur de 30% quand vous réalisez des investissements sur les cryptoactifs, mais uniquement quand vous faites la conversion en fiat. Et ce qu'on peut regretter, c'est qu'après, à peine quelques semaines après la déclaration de PayPal, qui a vocation à devenir un géant mondial des paiements en crypto-monnaie, en offrant à plus de 350 millions de ses utilisateurs la possibilité d'acheter des crypto-monnaies en quelques clics,
versus ce qu'on propose aujourd'hui avec l'ordonnance qui malheureusement devient une ordonnance qui est extrêmement restrictive. On considère que la mesure est disproportionnée au regard de la réalité de l'usage des crypto-monnaies en matière de blanchiment d'argent, et cela malgré le fait que de nombreuses études mettent en évidence le très très faible usage des crypto-monnaies en matière de terrorisme et de blanchiment. Malheureusement, le gouvernement en a fait un coupable idéal, malgré le fait qu'effectivement, ils aient eu une compréhension assez fine en principe de la technologie blockchain. Et il faut immédiatement mettre fin à une idée préconçue qui consiste à dire que Bitcoin est anonyme. Bitcoin n'est pas anonyme, Bitcoin est pseudonyme. Qu'est-ce que ça signifie, la différence? Ça signifie qu'aujourd'hui, quand vous êtes en mesure de pouvoir de tracer l'ensemble des transactions qui sont réalisées dans une blockchain. Et ça implique forcément les échanges de Bitcoin. Donc, vous savez entre quelles mains vont un Bitcoin et un autre. Après, oui, effectivement, il existe des crypto-monnaies qui, par contre, en revanche, sont totalement anonymes, à l'image de Monero. Et ce qu'on peut regretter, c'est effectivement, déjà, l'absence de différenciation au niveau des crypto-monnaies à ce niveau-là, en fonction du protocole. La deuxième chose qu'on peut regretter, c'est l'exacerbation de ce dispositif qui envoie un très mauvais signal à tout l'écosystème et qui aura effectivement pour effet de rendre un peu moins attractive l'implémentation d'un prestataire en France, étant donné que ces dispositifs, notamment cette ordonnance, prévoient 4 aspects majeurs. La première, c'est la soumission aux obligations posées par le Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement contre le terrorisme, des activités d'échange d'actifs numériques, que ce soit crypto to crypto, ou crypto tout fiat, c'est-à-dire en euros ou en dollars ou en monnaie, on va dire, courante. Le deuxième aspect, c'est l'ajout de ces prestataires de services parmi les entités ayant l'interdiction de tenir des comptes anonymes. Le troisième apport, c'est l'identification renforcée dès le premier euro. Donc jusqu'à aujourd'hui, on avait la possibilité de faire une identification qui, à partir d'un certain montant investi, à savoir 1 000 euros, et aujourd'hui, on passe à un seuil qui est dès le premier euro. Ce qui peut être extrêmement surprenant parce que vous avez des sociétés comme Nickel qui ouvrent des comptes dans des tabacs pour lesquels vous n'avez pas besoin d'identification jusqu'à hauteur de 1 000 euros. Donc là aussi, on voit que finalement, avec ces obligations-là qui vont entrer en vigueur dans 6 mois, qu'on devient finalement le pays le plus restrictif en matière d'AML et de KYC, tout cela pour des activités qui sont extrêmement marginales. Donc le jeu n'en vaut véritablement pas la chandelle. Et c'est là, effectivement, ce qu'on peut regretter, c'est l'absence de cette concertation avec les professionnels avant même l'émission d'une telle ordonnance. Jean-Michel Miss. Oui, tout à fait. Moi, je partage évidemment ce que vient de dire Rémi. Je pense que c'est un signal qui est mal perçu par l'écosystème. L'orientation de base correspond en fait à l'application de ce qui a été décidé par le GAFI et notamment par le G20 également. Donc le GAFI, c'est pas tous les pays de l'OCDE, mais c'est quand même une grande partie des pays de l'OCDE pour effectivement réguler groupe d'action financière. Les transactions financières et notamment effectivement réguler tout ce qui touche aux tentatives de blanchiment et de lutte contre le terrorisme, évidemment. Donc je pense que ça, bon, c'est louable et personne ne conteste évidemment cette orientation. Pour autant, il ne faut pas que les dégâts collatéraux soient plus inquiétant finalement que le risque dont on veut se prémunir, parce que d'un point de vue global, en plus les exemples qui ont été pris un peu à l'appui de cette nécessité n'étaient pas les bons, puisqu'effectivement, s'il y a bien une monnaie qui est traçable et qui ne permet pas de faire d'occultation, effectivement, c'est bien le Bitcoin de ce point de vue-là, puisqu'on peut retrouver effectivement toutes les étapes et tous les intermédiaires. Donc c'est pas, et d'ailleurs ça a été un peu démontré très récemment, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense que de ce point de vue-là, on se cherche un peu, c'est normal, c'est une économie qui est naissante, il faut qu'on régule, mais il faut également ce qu'on avait dit lors de la loi Pacte, c'est un cadre général qui a aussi vocation à permettre l'expérimentation et dans une logique un peu de bac à sable et d'avance de phase, et donc il ne faut pas qu'on mette immédiatement des barrières qui seraient insurmontables. Et évidemment, non seulement pour l'écosystème français, mais pour l'écosystème étranger qui avait perçu d'un œil extrêmement positif et intéressé la première étape, le fondement de la loi Pacte. Donc, je pense que ça a été un peu compris des échanges qu'on a déjà eus, mais je pense que l'intérêt aussi de pouvoir travailler avec la fédération et donc l'intérêt de pouvoir être un interlocuteur des
des autorités gouvernementales notamment, c'est de pouvoir amener la connaissance du marché, la connaissance des technologies et de pouvoir avoir un échange de points de vue. Et d'ores et déjà, je sais que le ministère notamment des Finances, évidemment, a conscience que cette identification renforcée pénalise les acteurs. Et il y aura donc au printemps un décret qui entrera en vigueur pour permettre justement, donc c'est-à-dire plusieurs mois avant la mise en conformité des acteurs, pour autoriser une autre forme d'identification numérique. Et évidemment, qui n'est pas ce qu'on redoute un peu, qui n'est pas besoin d'avoir une double identification, à la fois carte d'identité, virement SEPA, et continuer à pouvoir simplement s'identifier sur Internet, mais de manière beaucoup plus souple, si on veut utiliser des plateformes régulées. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Il faut que cette souplesse dans la rédaction de ce décret soit un peu que ce débat ait lieu avec les professionnels pour que la rédaction de ce décret, justement, corresponde à la nécessité de protéger évidemment nos intérêts sur le plan de la lutte contre le blanchiment, mais surtout ne freine pas l'émergence de l'écosystème et contribue à faire de la place de Paris ce qui était quand même le souhait initial à la fois du président de la République, évidemment, et de Bruno Le Maire, une blockchain nation. Ça a été dit. Je crois qu'il faut que la levée de doute ait lieu assez rapidement pour que ce décret qui doit être pris au printemps permette de remettre de la confiance et d'éviter que les acteurs s'interrogent sur la volonté de la France d'être réellement un acteur de place qui a une vocation à donner au marché une impulsion sur la blockchain et notamment sur les transactions. Exactement. Je pense qu'on peut trouver un parfait équilibre entre protection de la lutte contre les activités terroristes et le blanchiment d'argent et favoriser l'émergence d'acteurs majeurs dans cet écosystème en appliquant peut-être un KYC qui est peut-être plus mesuré, avec un degré plus fin vis-à-vis de la nature des investisseurs, de leur provenance sur le territoire et de leur identification. En appliquant la risk-based approche. Exactement. Je pense qu'il faudra avoir une approche beaucoup plus fine et plus intelligente de l'application de ces dispositions pour faire en sorte justement que la France ne devienne pas tout simplement un immense supermarché d'investisseurs pour les cryptoactifs et que malheureusement, les acteurs français se retrouvent à la marge de tout cela. Et l'un des signaux qu'on a pu y voir à travers la loi PAC, c'est la possibilité de placer dans des produits d'assurance vie du Bitcoin. Donc là aussi, on voit un peu une contradiction entre ce qui avait été la volonté qui avait été poussée à Binicio il y a 2 ans et aujourd'hui sur ce qui se passe. Et on est conscient effectivement, comme l'a indiqué le député Miss, des groupes de pression à l'échelle internationale, que ce soit le GAFI, ou bien le G20 ou le G7 qui poussent constamment effectivement pour une plus grande réglementation et de fermeté vis-à-vis des cryptoactifs. Tout comme effectivement on a vu le rapport TracFin qui a été émis récemment par TracFin. On voit qu'effectivement l'exemple qui est pris pour citer les ICO comme étant un moyen de blanchir de l'argent ou les cryptoactifs, et sont des scénarios qui sont aujourd'hui ne correspondent plus du tout à la réalité de la façon dont les ICO se construisent, mais aussi la façon dont on acquiert et on vend des cryptoactifs. Donc on voit que l'exemple qui a été donné par TracFin est aussi obsolète. Donc là aussi, il y a peut-être une nécessité de restaurer un dialogue avec TracFin pour l'informer de ce qui se fait aujourd'hui en termes d'évolution technologique et des capacités à tracer l'ensemble on va dire des transactions qui sont réalisées par le biais de la technologie blockchain. Très bien. Bon, juste pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, TracFin, c'est la cellule de renseignement financier qui traite l'ensemble des déclarations suspectes, donc tous les flux suspects qui transitent au sein des banques. Juste pour conclure, puisqu'il nous reste 3 minutes, donc on conclut, on a parlé de Startup Nation. Est-ce qu'on va, comme Jean-Michel Miss pouvait le dire tout à l'heure, est-ce qu'on va vers une blockchain nation ou pour le moment c'est un peu compromis? Non, je pense qu'effectivement, il faut rester extrêmement positif sur la capacité à effectivement ériger la France en acteur majeur de cette industrie dans les prochaines années. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est briser l'élan des acteurs de cette industrie, puisque les acteurs de cette industrie sont extrêmement positifs. Et là, c'est un élan sans précédent dans l'Hexagone. Sur 100 organisations interrogées, on a hauteur de 85%, on fait part de leur souhait de poursuivre leur expansion en France. Donc, je ne connais pas de secteur d'activité aujourd'hui qui ait le plus confiance en son avenir
que les acteurs de cet écosystème. Donc, ne brisons pas cet élan de positivité et cette envie de développer le secteur en France et de créer et d'ériger des acteurs majeurs dans les prochaines années. Donc, je pense qu'on a des belles cartes à jouer encore et qu'il faut pouvoir continuer dans cette direction pour devenir une véritable blockchain nation, au-delà des effets de déclaration, de pouvoir l'être effectivement dans les faits par le nombre d'entreprises présentes, par la valeur ajoutée qui sont créées par ces entreprises, puisque plus de la moitié d'entre elles, elles ont déclaré un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros au cours de l'année 2019, qui sont directement issus de leurs activités blockchain, que ce soit des grands groupes avec une branche spécialisée ou des petites et moyennes entreprises. Donc là aussi, des informations quand même qui sont pas négligeables et qui révèlent tout le potentiel de notre secteur d'activité. Et pour cela, ça implique nécessairement d'avoir un dialogue permanent avec l'ensemble de ces instances, que ce soit la Direction générale du Trésor, que ce soit le gouvernement, les instances effectivement. On va laisser Jean-Michel Miss. Mais ça, c'est important. Merci, Rémi. Jean-Michel Miss, le dernier mot, le mot de la fin. Oui, Rémi, vous voyez qu'on est en phase, hein, même si on n'est pas dans les mêmes champs d'activité, on a quand même cette convergence de vues qui montre que notre pays peut vraiment. Alors, moi, j'aime pas trop parler en anglicisme, mais je pense qu'on peut on peut vraiment être un leader de place. La France a tout son rôle à jouer en Europe et à l'international pour permettre aux acteurs de l'industrie de la blockchain, parce que je préfère parler aujourd'hui d'industrie de la blockchain, et on est aujourd'hui à la fois par les compétences, par les enjeux, par la taille des groupes qui sont aujourd'hui présents sur ces marchés, vraiment sur une révolution industrielle. Alors peut-être que c'est une manière de le dire un peu plus conventionnelle, mais qui parle peut-être mieux à un certain nombre d'acteurs politiques. On est dans le numérique, mais on peut parler d'industrie. Et je pense qu'aujourd'hui, là, on parle de plan de relance, on parle de reconquête industrielle. On a avec la blockchain et avec l'écosystème que nous essayons de fédérer, des acteurs qui aujourd'hui représentent l'industrie 4.0. Et je pense qu'on doit, de ce point de vue-là, l'aider, l'accompagner. On a réussi à trouver des premières briques qui permettent justement de donner de la crédibilité et de créer de la confiance par rapport à l'engagement de l'État et de la puissance publique en direction de cette industrie. Il faut qu'on garde la main. Il faut que, effectivement, de ce point de vue-là, le discours public soit très allant et reprenne justement cette offensive par rapport à un monde qui effectivement anglo-saxon ou chinois qui bouge très vite et très fort. On a une possibilité d'être en situation de faire prospérer nos savoir-faire. Il faut qu'on garde le lead là-dessus. Super. Bah merci beaucoup à vous deux. Voilà, on a toutes nos cartes à jouer. La France est un pays fort de compétences et de savoir-faire. On vous remercie beaucoup pour votre intervention à tous les deux. Rémi Oscan, donc dirigeant de Crypto for All, le cabinet de conseil, et également à l'origine de la fédération dédiée aux professionnels de la blockchain. Merci aussi à Jean-Michel Miss, député de la Loire, voilà, et également à l'origine de cette fédération. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses et vive l'écosystème blockchain. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.